Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le stand de News Assurance Pro ici en plein cœur des journées du courtage où j'ai le plaisir de recevoir David Salabi. Bonjour David. Oui, Vous êtes bonjour Thierry. le président et le fondateur de la banque d'affaires Cambon Partners. Absolument. David, j'ai une première question très simple. Est-ce que le coronavirus a un petit peu freiné le mouvement de fusion, les mouvements de fusion-acquisition qui s'accélèrent depuis plusieurs années maintenant dans le monde du courtage? Alors sincèrement non. Sincèrement non, voire même je trouve que les opérations qui ont eu lieu juste après la période de confinement se sont réalisées à des niveaux à des conditions et des niveaux de valorisation qui sont largement comparables à l'avant-confinement, voire même un peu supérieurs parce qu'on a affaire à des actifs rares en fait. Et comme la masse financière que représente le private equity n'a cessé de grossir. Face à ça, des actifs rares, ça se paye bien, aussi bien qu'avant, voire même mieux. On a pas mal d'exemples, j'imagine que vous avez noté, Finaxi par exemple, qui s'est closé post-confinement, dans l'assurance vie Cristal tout récemment également. Non, ça se passe bien, je pense qu'il y a eu juste une fermeture comme tout le monde. Ce qui est à noter aussi, c'est que les transactions qui étaient en cours se sont quand même bouclées pendant le confinement. J'ai personnellement finalisé le LBO sur Cyrus, qui est aussi dans l'assurance vie, au mois d'avril. Donc c'était bien avancé, mais ça s'est bouclé en cours de confinement. Est-ce que finalement dans les quelques mois qui vont venir, avec des difficultés qui vont commencer à apparaître chez certains courtiers, ça va permettre l'accélération de la concentration? Certains vont devoir sans doute soit lever des fonds, soit finalement aller voir d'autres courtiers un peu plus gros. Est-ce que vous pensez que ça va s'accélérer encore? Oui, s'il y a certains acteurs en difficulté, ça n'intéressera pas directement les fonds. Ça va intéresser Plutôt les courtiers. les courtiers eux-mêmes Ouais. financés par des fonds. Donc c'est peut-être ça qu'on va observer. Mais est-ce que les courtiers seront en difficulté? Peut-être sur certaines niches. Peut-être sur certains niches, sur le dommage, sur les IRD de niche, hein, sur certains secteurs. Je commence à entendre que des verticaux comme le retail, comme la restauration, comme les campings, comme Ouais. ce genre de choses. Peut-être pas les campings parce que c'est assez préservé, mais toute l'industrie du tourisme. Par exemple, les courtiers qui sont nichés dans ces industries peuvent un petit peu souffrir. Donc on parle de consolidation à ce niveau-là. On ne parle pas de gros acteurs, a priori. Mais effectivement, les fonds d'investissement s'intéressent aux entreprises de croissance. Les gros acteurs financés par ces fonds peuvent en revanche s'intéresser à des sociétés un petit peu en difficulté, les reprendre, les réorganiser, les restructurer et attendre que les marchés reprennent derrière. Ouais. Avant de parler des niveaux de valorisation, si je me mets à la place d'un courtier, voire d'un courtier grossiste, est-ce qu'il faut aujourd'hui que je privilégie un fonds d'investissement, plutôt un opérateur institutionnel type courtier? Alors vous allez me dire ça dépend un peu du profil, mais finalement moi j'ai plus tendance à penser au fonds. Est-ce que c'est votre avis? Alors en fait, oui, alors plusieurs choses. Le constat sur les, je dirais, 5 dernières années, peut-être un peu plus, Ouais. c'est que les fonds ont bien traité ce genre d'actifs, au sens bien valorisé, C'est vrai. comparativement aux industriels. Il y a des exceptions, on l'a vu notamment dans la cession d'Axeliance à Cyprès, par Ouais. exemple, qu'on a réalisé il y a quelques années, qui était en compétition avec des fonds, hein, et qui l'a bien réalisé. Les fonds, disons qu'aujourd'hui, ce qu'on fait très concrètement par rapport à ce genre de questions, si un entrepreneur nous pose ce genre de questions, on peut influencer, on peut émettre un avis, mais ce qu'on fait plus concrètement, c'est qu'on fait un process dual. C'est-à-dire qu'on va contacter et approcher à la fois les industriels et à la fois les fonds, et puis on décide non pas a priori, mais a posteriori en fonction des propositions qui nous sont faites. Parce qu'au-delà de la valorisation, le projet compte aussi beaucoup. Le projet pour les équipes, le projet personnel pour les associés. Exemple, avec un industriel du secteur, un acteur stratégique du secteur, il est possible de dealer le fait qu'on reste qu'un an ou deux, voire même qu'on parte au moment du deal, parce qu'on a d'autres projets. Et ça, ce genre d'opération permet de le réaliser. En revanche, avec des fonds, on s'inscrit plus dans la durée, donc on réalise une partie de son patrimoine, une partie de son capital, mais on s'inscrit dans la durée. Si d'autres actionnaires
ne suffisent pas pour poursuivre l'aventure, eh bien on est embarqué pour 3, 4, 5 ans. Donc la valo est un sujet, mais les projets personnels des équipes et des actionnaires sont à prendre en compte aussi. Sur les valorisations, justement, allez, ça fait une dizaine d'années que je suis le monde du courtage. Aujourd'hui, on est quand même arrivé à des multiples parfois assez impressionnants, 15 fois, 16 fois les l'EBITDA, voire plus, et ça augmente encore. Qu'est-ce qui explique que aujourd'hui les valorisations sont très très élevées? Alors ce qui explique ça, c'est que déjà le marché de façon générale du private equity connaît des multiples croissants depuis des années par des phénomènes déjà techniques. Donc ça s'accompagne. Ouais, déjà par des phénomènes techniques, beaucoup d'argent sur le marché, beaucoup d'argent à investir, des rendements qui étaient très forts en private equity. On visait en private equity des rendements annuels quand on plaçait son épargne en private equity de l'ordre de 20, 22, etc. Aujourd'hui, les rendements ont baissé, les exigences de rendement ont baissé puisque les taux ont baissé. Aujourd'hui, les taux sont négatifs, donc en fait, quand on prend des risques, on veut gagner évidemment beaucoup plus qu'un taux fonds euro, on va dire, mais on peut baisser un petit peu ses exigences. Donc on peut payer des valos un peu plus chers. Donc il y a déjà ce phénomène purement technique. Et puis il y a un effet rareté. Voilà, le valeur refuge, quoi. Valeur refuge, du courtage. Alors pas tous. Voilà, c'est là où il faut pas C'est tout bien de le mélanger. rappeler. Pas tous. Voilà, pas tous. Il y a des actifs 5 étoiles, des actifs 4 étoiles, 3, 2. Il faut, selon la croissance, la robustesse, la récurrence, le niveau de rentabilité, l'histoire, la marque, etc. Il y a différents niveaux, mais il y a une tendance croissante pour tous et tout le monde en profite. Voilà. Une dernière question entre courtier traditionnel et courtier grossiste. Si je ne dis pas de bêtises, on a vu beaucoup de grossistes arriver à lever beaucoup de fonds et finalement là on revoit des courtiers traditionnels, vous l'avez cité, Finaxi. Finalement, qui a le plus de chances aujourd'hui de lever des fonds ou de se rapprocher d'un fonds d'investissement ou d'intéresser un institutionnel, pardon? Les deux, sincèrement, à partir du moment où on a une histoire et un business plan qui donne envie. Voilà, un business plan qui donne envie. Et c'est pas un business plan révolutionnaire nécessairement. Ça peut être un business plan dans la continuité. Ça peut être un business plan introduisant des relais de croissance internes, externes, digitaux. Le cas de Finaxi, c'est un cas de croissance raisonnable avec de la croissance externe qu'il a su très bien faire et qu'il va continuer à savoir faire. C'est assez convaincant. Non, je dirais que le courtier grossiste a un côté encore plus rare. Voilà, encore plus rare. Et donc, avec toute cette mécanique de distribution qui est une barrière à l'entrée additionnelle. Et donc on en revient toujours à ces critères, rareté, solidité, barrière à l'entrée qui font que l'actif est encore plus beau et offre des perspectives de déploiement assez fortes. Voilà. Mais les deux sont jouables. Pour préciser, sur la durée des fonds, il me semble, et je parle sous votre contrôle, qu'avant c'était plutôt 3 ans. Là, on a des fonds qui restent très longtemps. On reparle encore de Finaxi qui est resté presque 6 ans. Finalement, c'est quoi qui va jouer? C'est la rentabilité? C'est le projet à long terme? Pourquoi est-ce que ça s'allonge comme ça un petit peu? Je ne dirais pas que ça s'allonge. Le cas Finaxi est un cas particulier. Okay. Je dirais plutôt que ça tend à se raccourcir. Okay. Pourquoi? Tout simplement parce que le projet, au départ, c'est d'investir sur un horizon de 3 ans. Voilà, de 4 ans. Ça, c'est toujours le cas. Okay. C'est l'intention de départ. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est que lorsque une société est détenue par un fonds d'investissement, que ce soit minoritaire ou majoritaire, elle est assez visible. Ouais. Elle est assez visible par les autres fonds d'investissement. Ouais. Donc, ils ont une démarche, entre guillemets, préemptive. Ils vont au devant. Ils se renseignent, ils voient qu'au bout de 2 ans, 3 ans, la société a bien progressé. Et les multiples du marché ayant aussi progressé, finalement on gagne un an. On gagne un an entre la progression de la boîte et la progression des multiples. On peut gagner un an et du coup les acheteurs provoquent les deals et un peu plus tôt que le plan initial. Ok. Merci David Salabi de vos éclairages. Et moi je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos.